La voix des Doors s'est tue le 3 juillet 1971. Jim Morrison, de son nom complet James Douglas Morrison, meurt à Paris à l'âge de 27 ans, officiellement d'une crise cardiaque. Le 7 juillet, son corps est inhumé discrètement au cimetière du Père-Lachaise. Et pourtant, aujourd'hui encore, sa mort reste entourée de rumeurs, de zones d'ombre et d'un mystère que le temps n'a jamais complètement dissipé. We interrupt this broadcast to bring you a special bulletin. Rock music fans all over the world are in mourning today. Jim Morrison, lead singer of The Doors, was found dead in his Paris apartment this morning. French authorities attribute the cause of death to a heart attack. Morrison was... Los Angeles. Au début de l'année 1971, Jim Morrison est au sommet. Après 6 années intenses, 6 albums marquants et plus de 200 concerts, il incarne le mythe vivant du rock. Jim, occupation. Sur scène, il est un mélange fascinant de showman et de chaman. Un artiste à la beauté trouble, presque divine. Mais derrière l'icône, il y a un homme fragile, hanté par la pression de la célébrité et de ses propres démons intimes. Ceux qui l'ont côtoyé à l'époque sentent déjà une fêlure en lui, quelque chose qui ne tourne pas rond. Et pourtant, parfois, il rayonne, créatif, vibrant, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Mais à mesure que les années passent, on le voit s'éteindre lentement, rongé par l'usure des tournées et le poids de l'image qu'il doit porter. Être Jim Morrison, c'est devenu un rôle, un masque qu'il n'arrive plus à enlever. Un événement vient faire basculer sa trajectoire. En mars 1969, lors d'un concert à Miami, Jim provoque la foule dans une ambiance électrique. Il est accusé d'exhibitionnisme sur scène. Un mandat d'arrêt est lancé. Le scandale est énorme, d'autant que des enfants étaient présents dans le public. L'affaire dure 2 ans. Le groupe est interdit de scène. Jim est crucifié dans la presse et par les moralistes américains. L'idole est déchue, salie. Il n'est plus le jeune dieu solaire de ses débuts. Lui-même veut tourner la page. Au printemps 1971, il annonce qu'il quitte les Doors. Cette décision, il la prend alors même que le groupe enregistre LA Woman. Il est clair pour les autres membres qu'il ne reviendra jamais. Il ne cherche ni argent, ni succès. Ce qu'il veut désormais, c'est suivre sa voie intérieure, écrire, se consacrer à la poésie. Le 11 mars, il quitte Los Angeles pour Paris. À l'aéroport, un malentendu l'oblige à différer son départ d'1 jour. Une anecdote anodine, mais qui reste dans les esprits, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de le retenir. Le lendemain, il s'envole pour la France. Il arrive à Paris le 12 mars 1971. Pendant quelques jours, il loge à l'hôtel Georges V, puis rejoint sa compagne Pamela Courson, installée dans la capitale depuis 3 semaines. Ensemble, ils emménagent dans un appartement au 17 rue Beautreilly dans le Marais. L'appartement appartient à une jeune mannequin nommée Elisabeth Larivière. Jim se montre discret, puis, peu à peu, il se dévoile, se montre charmant, presque timide. Il passe de longues heures seul dans la chambre qui donne sur la cour. Il cherche à fuir l'alcool, son poison, et se plonge dans l'écriture. Sur une grande table en bois, il étale ses cahiers jaunes à spirale, ses livres, ses papiers. Il écrit sans relâche. Il aime flâner dans Paris. Il marche le long de la Seine, explore le quartier du Marais, s'assied souvent place des Vosges, où il noircit des pages. La ville l'enchante. Il la trouve belle, calme, apaisante. Il s'y sent anonyme. Il parle souvent de ses figures littéraires préférées. Baudelaire, Rimbaud, Oscar Wilde. Dans cette ville, il sent leur présence partout. C'est à Paris qu'il compose ses derniers poèmes, parmi lesquels « As I Look Back ». Quand je jette un regard en arrière sur ma vie, je suis frappé par des cartes postales.
instantané, détérioré, poster fané d'un temps qui m'échappe. Il confie à ses proches qu'il espère être un jour reconnu simplement comme poète. Mais Jim est aussi un cinéaste. Il a emporté dans ses valises 2 films réalisés avec son ami Frank Lisandro. L'un d'eux, Highway, est inachevé. Jim y incarne un autostoppeur meurtrier. À Paris, il compte montrer les films à Agnès Varda et Jacques Demy, dans l'espoir de les achever. Le film ne sera jamais terminé, mais une amitié sincère naît entre lui et Varda. En 1970, il s'était même glissé discrètement sur le tournage de Peau d'âne, comme pour mieux s'imprégner de cet univers féerique à milieu du sien. Mais très vite, l'ombre revient. Jim replonge dans l'alcool. Il traîne dans les bars du quartier latin, en quête de rencontres pour tromper la solitude. Il aborde des Américains de passage, partage quelques bières, fume à la chaîne. Il invite parfois ses interlocuteurs à improviser quelques morceaux, mais il peine à chanter. Il est malade. On apprend qu'il a toussé du sang et qu'il a consulté à l'hôpital américain de Neuilly. Il souffre d'asthme depuis l'enfance et les crises reviennent avec force. Son médecin lui recommande du repos. Il quitte Paris quelques semaines avec Pamela, direction l'Espagne, puis le Maroc, où il se promène dans les souks de Marrakech et Casablanca. Jim se sent mieux. Il note dans ses carnets la chaleur humaine, les sons, les sourires de l'Afrique. Le 3 mai, ils reviennent à Paris et séjournent un temps à l'hôtel de la rue des Beaux-Arts, là même où Oscar Wilde est mort. Jim y trouve une sorte de parenté spirituelle, un écrivain en exil, broyé par le puritanisme comme lui. Dans une lettre datée du 18 mai, il raconte à ses amis Franck et Cathy leur voyage récent. Espagne, Maroc, Corse, sud de la France. Il leur propose de venir les rejoindre. Mais derrière ces lignes chaleureuses se cache une solitude persistante. Dans les semaines qui suivent, Pamela et lui mènent des vies séparées. Ils sortent peu ensemble. Jim continue ses déambulations dans Paris. Il revoit Zouzou, une actrice qu'il avait rencontrée 7 ans plus tôt. Ils se voient presque tous les jours jusqu'à sa mort. Pamela, elle, fréquente Jean de Breteuil, un ancien amant à elle. C'est un bourgeois connu du milieu de la drogue. Dans ce cercle très fermé de junkies chics et fortunés, l'héroïne circule facilement. On l'offre sans poser de questions. Pamela consomme. Jim ferme les yeux, lui a sa propre addiction, l'alcool. Il continue de fréquenter le Rock'n'Roll Circus, boîte de nuit à la mode, très fréquentée par tout le gratin du rock. Un soir, il est retrouvé ivre-mort à l'entrée. Un habitué le récupère et le ramène tant bien que mal dans un appartement. Le lendemain matin, sobre, Jim invite ce même homme et sa compagne à prendre le petit déjeuner à l'hôtel Georges V. La conversation est chaleureuse, mais l'alcool revient vite. Jim entame une bouteille de Chivas dès le matin. Il a le profil du pire des alcooliques. Il suffit d'un verre pour qu'il ne s'arrête plus. Ceux qui l'entourent sont trop jeunes pour comprendre que l'on peut mourir de ça à 27 ans. Le 11 juin, il assiste à une pièce de théâtre de Bob Wilson, Le regard du sourd. Le spectacle macabre et visuel le fascine. Un de ses amis le décrit à la sortie inspiré, enthousiaste, mais intérieurement épuisé. Il semble tiraillé entre des projets plein la tête et une profonde lassitude. Le 14 juin, Jim passe un dernier coup de fil à John Densmore, le batteur des Doors. Il veut des nouvelles de LA Woman. Il apprend que l'album marche bien et parle déjà d'enregistrer à nouveau. Il prévoit de revenir. 2 jours plus tard, il entre dans un petit studio de fortune pour enregistrer une dernière chanson. Visiblement ivre, c'est la dernière trace sonore connue de lui. How about this one? Ready? Now, listen, I got a favorite. I wrote this myself.
Well, I used to know someone fair. She had orange ribbons in her hair. She was such a trip, she was hardly there, but I love her just the same. Le 28 juin, Jim et Pamela passent la journée avec des amis à Chantilly, puis à Saint-Leu-des-Serans. Une photo est prise, ils semblent heureux, détendus. Le 2 juillet, il revoit son ami Alain René à Paris. Ils toussent encore, semblent fatigués. Ils prennent un dernier verre. Jim a le hoquet, ferme les yeux, penche la tête en arrière. Alain René descend dans le métro, se retourne une dernière fois. Il ne le reverra jamais. Ce qui s'est réellement passé durant la nuit du 2 au 3 juillet 1971 reste encore aujourd'hui flou. La seule version officielle repose sur le témoignage de Pamela Courson, sa compagne, qui le rapporte à la police. Selon elle, vers 21h, Jim serait sorti dîner dans un café proche de leur appartement rue Beautreilly. À 22h, il serait revenu la chercher et tous deux seraient allés au cinéma voir un film de Raoul Walsh, La Vallée de la Peur. Ils seraient rentrés vers 1h du matin et auraient écouté de la musique jusqu'à 2h30. Aux alentours de 3h30, Pamela se réveille, alertée par la respiration bruyante de Jim. Elle le secoue, il ouvre les yeux. Elle propose d'appeler un médecin, mais il refuse. Il se lève, va à la salle de bain et fait couler un bain. Depuis sa baignoire, Jim lui dit qu'il se sent nauséeux. Il vomit d'abord de la nourriture, puis du sang, puis des caillots. Malgré cela, il affirme qu'il va bien et lui demande d'aller se recoucher. Elle s'exécute. Lorsqu'elle se réveille à 6h, il n'est plus à ses côtés. Elle le retrouve sans vie dans la baignoire. D'abord, elle pense à une plaisanterie. Elle tente de le réveiller sans succès. Elle comprend qu'il est mort. Affolée, Pamela appelle leur ami Alain René, qui se trouve alors avec Agnès Varda. Il prévient immédiatement les pompiers. Lorsque les secours arrivent à 9h24, ils découvrent le corps d'un homme blanc, bien bâti, allongé dans la baignoire, la tête basculée en arrière, un bras posé sur le rebord. L'eau est tiède, légèrement rosée. Du sang a coulé de sa narine droite. Ils le sortent de la baignoire et tentent de le réanimer au sol, mais il est trop tard. Jim est déjà mort depuis plusieurs heures. Un médecin, Max Vassil, arrive à 18h pour constater le décès. Il ne relève aucun signe de traumatisme. Il mentionne dans son rapport un possible problème cardiaque, aggravé par l'alcool, le tabac et peut-être un choc thermique entre la chaleur extérieure et le bain. Pour lui, c'est un infarctus, mort naturelle. Il vérifie s'il y a des traces de piqûres, mais n'en trouve aucune. Aucune autopsie ne sera donc pratiquée. Le certificat de décès est rédigé au nom de Douglas Morrison, dans un souci de discrétion. L'objectif est d'empêcher la nouvelle de se répandre trop vite. Pourtant, dès le lendemain, plusieurs journalistes anglais sont déjà informés. À Los Angeles, le manager des Doors, Bill Siddons, apprend la nouvelle via un appel. Il appelle Paris, tente de joindre Pamela. Elle nie, pleure, puis finit par confirmer. Il promet de ne pas intervenir, mais de l'aider si besoin. En accord avec elle, il décide de garder le silence et ne prévient que les membres du groupe. Siddons arrive à Paris le 6 juillet. Il passe la nuit auprès du cercueil de Jim. Il ne l'ouvre pas. Il n'y a pas de doute pour lui. Jim est mort. Mais ce détail, le fait qu'il n'ait pas vu le corps, nourrira des rumeurs persistantes. Le lendemain, le 7 juillet, à 9h, l'enterrement a lieu au Père-Lachaise. Les démarches ont été rapides. La volonté était d'éviter une médiatisation excessive, comme celle qui avait entouré la mort de Jimi Hendrix un an plus tôt. Seules 5 personnes assistent à la cérémonie. Agnès Varda, Alain René, Robin, la secrétaire de Jim, Pamela et Bill Siddons. Pas de prêtre, pas de pierre tombale. L'enterrement dure à peine 8 minutes. Pamela discrètement glisse quelques vers de Jim, murmurés au bord de la tombe. Voici qu'arrive la nuit avec sa légion pourpre. Retirez-vous maintenant dans vos tentes et dans vos rêves.
Demain, nous entrons dans la ville où j'ai vu le jour. Je veux être prêt. Le 9 juillet, soit 6 jours après sa mort, la nouvelle est enfin rendue publique à Los Angeles. Le décès est annoncé comme une crise cardiaque. Et cette version soulève très vite des questions. Certains proches regrettent, avec le recul, de ne pas avoir demandé plus de détails à Pamela. Ils se disent que s'ils avaient été plus âgés, ils auraient insisté pour connaître toute la vérité. Mais à l'époque, personne ne veut vraiment savoir. Des éléments troublants émergent peu à peu, notamment le témoignage d'un DJ travaillant dans une boîte parisienne, La Bulle, qui affirme avoir appris la mort de Jim dès 6h du matin, le 3 juillet, soit bien avant la déclaration officielle. 2 jeunes hommes qu'il connaissait vaguement l'avaient abordé pour lui annoncer la nouvelle. Il ne les interroge pas, mais diffuse l'information au micro. Le lendemain, un journaliste présent dans la salle en parle même sur Radio Luxembourg. Qui étaient ces 2 hommes? Des dealers? Des témoins? On ne le saura jamais. Mais ce qui est certain, c'est que des rumeurs couraient dans le milieu de la drogue parisien dès les premières heures du 3 juillet. Un dealer confie à un proche qu'il est bouleversé. Il aurait vendu une dose à Pamela et redoute que ce soit ce produit qui ait tué Jim. D'autres semblent fuir dans la panique. Jean de Breteuil part dès le 4 juillet à Marrakech avec Marianne Faithfull. À des amis, il confie qu'il a reçu un appel paniqué de Pamela cette nuit-là. Jim était dans la salle de bain, ne répondait plus. Elle avait peur. Quand il arrive, Morrison est déjà mort, le corps bleu, rigide. Cette version contredit totalement celle de Pamela, qui ne mentionne jamais ni Jean de Breteuil, ni Marianne Faithfull. Pourquoi mentir? Pourquoi se protéger? Pourquoi éviter une enquête? De Breteuil, en tant que figure connue du monde de la drogue, aurait sûrement attiré l'attention de la police. Il meurt 1 an plus tard d'une overdose, emportant avec lui ses secrets. Quant à Marianne Faithfull, elle refuse toujours de parler des événements de cette nuit-là. Des éléments suggèrent que Jim Morrison avait peut-être commencé à consommer de l'héroïne peu avant sa mort. Selon un proche, Pamela lui aurait avoué qu'ils avaient sniffé ensemble cette nuit-là. Jim, qui critiquait Pamela pour sa consommation, aurait fini par l'imiter. La combinaison est explosive. Santé fragile, alcool, drogue dure, le cocktail est mortel. Mais la grande question demeure. Est-il vraiment mort dans son bain, rue Beautreilly? Plusieurs témoins affirment l'avoir vu au Rock'n'Roll Circus cette nuit-là. Un habitué dit l'avoir croisé vers 3h du matin. Jim était seul, un peu ivre, mais rien d'anormal. Il s'est assis, a discuté brièvement, puis il a disparu. Peu après, un serveur est appelé en urgence. Quelqu'un s'est enfermé dans les toilettes et ne répond plus. Lorsqu'ils ouvrent, ils trouvent un homme inconscient. Il aurait alors été évacué discrètement par une porte de sortie, rue Mazarine. Certains pensent qu'il s'agissait de Jim. Une femme habituée du lieu affirme même l'avoir vu s'effondrer, victime d'une overdose. Elle savait, dit-elle, qui lui avait vendu de la drogue. Il s'agissait d'une héroïne particulièrement pure, commandée à Marseille, que Jim aurait prise sans attendre. Combinée à l'alcool, cela aurait agi comme une bombe dans son organisme. Selon ce témoignage, Jim aurait été évacué alors qu'il était déjà mort, et la mise en scène de la baignoire aurait servi à masquer les circonstances réelles de sa mort. D'autant que dans le milieu, il est courant de plonger un corps en overdose dans un bain pour tenter de provoquer un choc thermique et le réveiller. Après la mort de Jim, le Rock'n'Roll Circus devient le centre de toutes les rumeurs. La police interroge quelques personnes, mais officiellement, rien n'est confirmé. Le patron du club, lui, reste discret. Il ne veut pas d'ennui. Il sait que la brigade des stupes surveillait déjà l'établissement. Pamela, la seule véritable témoin, garde sa version des faits jusqu'à sa mort, 3 ans plus tard, d'une overdose. Elle aussi. Depuis la disparition de Jim, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle erre, incapable de trouver un sens à sa vie. Elle reste persuadée que si elle ne s'était pas endormie cette nuit-là, elle aurait peut-être pu le sauver. Mais la vérité, c'est que personne ne l'aurait pu. Aujourd'hui, la légende est toujours vivante. Des fans du monde entier viennent lui rendre hommage sur sa tombe. En 1991, soit 20 ans après sa mort,
Ses parents font graver une épitaphe en grec sur sa pierre tombale. James Douglas Morrison, fidèle à ses démons. Et quelque part, entre la lumière de Paris et les ombres du rock, Jim repose en silence, éternel, insaisissable.